Bien, bah écoutez, nous allons commencer. Très heureux de vous retrouver, même si on ne se voit pas. Vous m'entendez, vous me voyez avec un fond bucolique, champêtre. On ne peut pas en dire autant de la loi de finances, hein, qui a été adoptée le 15 février 2025. Et c'est à cette occasion que nous nous retrouvons après le pack de janvier et des 5 conférences qui ont été organisées par votre ordre. Des Pays de la Loire. Donc, cette loi de finances, on vient d'avoir les chiffres de 2024, là, publiés par l'INSEE aujourd'hui. On s'attendait à un déficit 2024 à 6% du PIB. On se réjouit presque, il n'est qu'à 5,8%. La dette globale du pays atteint 3 305 milliards d'euros. Alors on se réjouit parce qu'on nous dit bah, ça n'a progressé durant les 3 premiers mois de l'année que de 4 milliards, alors que l'année dernière, alors que le déficit avait progressé, la dette avait progressé de 70 milliards en un an. Donc le déficit prévu pour 2025, c'est aux environs de 140 milliards d'euros, avec un déficit qui devrait représenter 5,4% du PIB. Alors cette loi de finances manque totalement d'originalité. Compte tenu des circonstances politiques, il est évident que l'heure n'est pas aux grandes réformes. Euh, mais on constate que pour réduire le déficit, l'État n'a pas pioché dans sa poche, il n'a pas réduit ses dépenses, ou très peu, et a opté, comme d'habitude, par des hausses d'impôts et des hausses d'impôts significatives. Alors, en allant prendre dans la poche des riches, entre guillemets, des riches particuliers, par la contribution différentielle sur les hauts revenus, que nous verrons dans la première partie, et par la contribution complémentaire additionnelle à l'impôt sur les sociétés que l'on verra lors de la présentation de la partie fiscalité des entreprises. Donc il y aura 5 parties: fiscalité des particuliers, le patrimoine immobilier, on verra la hausse des droits de vente d'immeubles, modification du calcul des plus-values pour les LMNP. C'était attendu, ça a été adopté. Je passe rapidement hein, sur le plan. La fameuse contribution exceptionnelle sur les bénéfices, mais qui ne va pas concerner toutes les entreprises. Loin de là, vous verrez pourquoi. Le crédit d'impôt recherche, des petits coups de rabot pour récolter quelques centaines de millions d'euros. Sur la TVA, les taxes diverses, la franchise en base, toujours en cours de discussion. L'annonce de la suppression du régime simplifié. Vigilance sur les logiciels de caisse informatique, on verra pourquoi. Taxe sur certaines flottes de véhicules, je vous souhaite sincèrement de ne pas avoir un client qui est concerné par cette taxe. C'est d'une complexité extrême. Et puis, on finira par le contrôle fiscal avec la loi de finances qui donne des moyens supplémentaires pour lutter contre la fausse domiciliation, contre les avoirs numériques à l'étranger non déclarés, et qui crée une nouvelle procédure de contrôle pour les réductions et crédits d'impôt. Alors, la loi de finances comportait bien plus de mesures fiscales que celles que nous présentons. Il y a un parti pris hein, sur la présentation, donc notamment ceux d'entre vous qui avaient pas mal de clientèle agricole. Il y a tout le pan agricole que l'on n'aborde pas nécessairement. Donc, on va commencer par la fiscalité des particuliers, et qui dit loi de finances, enfin adoptée le 15 février 2025, dit actualisation du barème de l'impôt sur le revenu, comporte toujours 5 tranches de 0 à 45%, et il est actualisé pour tenir compte de l'inflation constatée en 2024 de 1,8%. Donc on rehausse de 1,8% tous les seuils d'entrée dans les différentes tranches du barème. Mécaniquement, cette augmentation de 1,8%
euh, permet d'actualiser automatiquement tout un tas de seuils, planchers, plafonds divers et variés. On vous en a cité trois ou quatre sur les slides, sachant que la liste n'est pas exhaustive. Bon, à titre d'exemple, la déduction forfaitaire de 10% pour les salariés, minimum passe à 504, le maximum à 14 426 euros. La contribution différentielle sur les hauts revenus, c'est, on va dire, le gros morceau de cette loi de finances. C'est quoi cette CDHR? Alors, vous connaissiez la CEHR, contribution exceptionnelle sur les hauts revenus, et vous allez adorer la CDHR. Alors, le principe de cette contribution, c'est de faire en sorte que des contribuables qui ont certains seuils de revenus, on va voir lesquels, subissent un impôt sur le revenu qui ne peut être inférieur à 20% de leurs revenus. Alors dit comme ça paraît simple, mais vous allez voir, c'est un mécanisme assez complexe parce il va falloir à la fois retraiter. Ah, vous n'avez pas le support. Si vous l'avez, il va falloir à la fois retraiter le revenu concernés pour savoir, un, si vous êtes dans le champ d'application de cette contribution, et deux, comment calculer et appliquer ce taux minimum de 20%, et également retraiter l'impôt sur le revenu à comparer à cette imposition minimale de 20%, sachant que ce n'est que la différence qui sera à verser. Alors, quels sont les contribuables concernés? Ce sont les contribuables dont les revenus, le revenu fiscal de référence, mais retraité, on verra comment, excède 250 000 euros pour un célibataire et 500 000 euros pour un couple. Vous ne voyez pas le support. Personne ne voit le support ou ce ne sont que quelques-uns? Si le support est bien visible, il faut juste cliquer sur l'image PDF qui est sur la droite de la conversation. Voilà. Bah, écoutez, merci de l'information utile. C'est parfait. Donc, ces limites s'apprécient au niveau du foyer fiscal. Il n'y a pas de majoration en cas de personne à charge. Alors, attention, vous vous dites, ben, si j'ai un client qui est à la CEHR, il est forcément à la CDHR. Non, parce que vous allez voir, le revenu fiscal de référence retenu pour la CDHR fait l'objet de retraitements qui ont pour conséquence de le réduire. Alors que pour la CEHR, il n'y a pas ces réductions. Ce qui veut dire que si vous êtes à la CDHR, vous êtes forcément à la CEHR, mais l'inverse n'est pas vrai. J'espère que tout le monde a compris que je ne vous ai pas déjà perdu, parce qu'on n'est pas au bout de nos difficultés avec cette nouvelle contribution. Alors, quels sont les revenus pris en compte? Premier élément, déterminer si votre client rentre dans le champ d'application de la CDHR. Donc, on l'a vu, célibataire 250 000 euros, il faut que ça dépasse 250 000 euros 2025, et couple 500 000 euros. Alors, vous allez partir du revenu fiscal de référence. La difficulté, on le verra pour le calcul de l'acompte qui va être exigé. En général, le revenu fiscal de référence, il apparaît sur l'avis d'imposition. Quand vous allez déposer vos revenus de 2024, vous verrez s'afficher sur l'avis d'imposition le revenu fiscal de référence. Pour cette contribution, notamment pour l'acompte, il va falloir calculer le revenu fiscal de référence. Donc, il faudra aller repartir de la définition de ce revenu fiscal de référence et enlever certains éléments de ce revenu fiscal de référence et qui sont normalement intégrés. Donc, on va avoir toutes les exonérations pour les entreprises nouvelles, entreprises reprenant des entreprises dans certaines zones du territoire. Pour les abattements d'assiette,
l'abattement de 500 000 euros pour les dirigeants qui prennent leur retraite sur la plus-value qui est normalement intégré dans le revenu fiscal de référence, bah, notamment pour la CEHR, il va falloir l'enlever pour ce revenu de la CDHR. Faudra également l'abattement de 40% sur les dividendes. Si vous n'avez pas opté pour la flat tax, il faudra également l'enlever. Dans le revenu fiscal de référence, alors ça, c'est pas neutralisé, mais vous avez également les plus-values immobilières. S'agissant des autres abattements, pour les plus-values, si vous n'avez pas opté pour la flat tax, donc abattement pour durée de détention qui peuvent aller de 50 à 85%, celles-là, ces abattements-là sont à intégrer dans le revenu fiscal de référence. Alors, cette notion de revenu fiscal de référence, vous la trouvez notamment pour les dégrèvements de taxes d'habitation. Vous retenez certains revenus partiellement. Les revenus soumis à un prélèvement libératoire entrent dans la composition du revenu fiscal de référence, notamment les revenus des auto-entrepreneurs, bons ou contrats de capitalisation d'assurance vie, par exemple. Les revenus exceptionnels. Alors, revenu exceptionnel au sens de l'impôt sur le revenu, ça peut être par exemple une plus-value. Une plus-value, si le client ne réalise pas régulièrement des plus-values sur cession de valeur mobilière et que cette plus-value dépasse la moyenne des revenus des 3 années antérieures, cette plus-value peut être considérée comme un revenu exceptionnel. Dans ce cas-là, cette plus-value ne sera retenue que pour le quart de son montant. Pour déterminer, un, si vous êtes dans le champ d'application de la contribution, et deux, si vous l'êtes, pour calculer l'imposition minimale de 20%. Pas de questions sur cette notion de revenu retraité. Bon, on en reparlera un peu avec l'acompte tout à l'heure. Les éléments de calcul de la base d'imposition. Donc, une fois que vous avez déterminé ce revenu fiscal de référence retraité, vous savez si le contribuable est redevable de la contribution, rentre dans le champ d'application de la contribution. Après, vous allez appliquer un taux de 20% à ce revenu fiscal rectifié et vous allez comparer ces 20% à une imposition théorique reconstituée. Deuxième point délicat de cette contribution, il va falloir reconstituer l'impôt. Ce serait trop simple s'il suffisait de partir de l'impôt, mais non, on va le rectifier. Et dans un sens plutôt favorable au contribuable, puisqu'on va l'augmenter, ce qui va mécaniquement réduire la différence avec l'imposition minimale de 20%. Donc l'impôt, c'est l'impôt sur le revenu, barème et taux proportionnels, y compris les plus-values immobilières. Là, attention, plus-value immobilière des personnes physiques, je vous rappelle, quand vous vendez un immeuble, si la plus-value n'est pas exonérée, c'est le notaire qui calcule l'impôt et qui verse l'impôt. Ça n'apparaît nulle part sur vos déclarations de revenus ou avis d'imposition. Donc, il faudra aller demander aux clients s'ils n'ont pas réalisé des plus-values immobilières et dans l'affirmative, quel était le montant de l'impôt payé. Impôt sur le revenu, prélèvements sociaux. Les prélèvements libératoires de l'impôt sur le revenu, si vous en avez payé après le 15 février, devront être ajoutés. La CEHR fait partie également de l'imposition à comparer à l'imposition minimale de 20%, mais attention, CEHR sans application du mécanisme du quotient, qui est un mécanisme particulier qui réduit le montant de la CEHR. Donc là, il ne faudra pas oublier, si vous avez un client redevable de la CEHR, d'aller vérifier qu'il n'a pas, qu'il ne peut pas ou qu'il n'a pas bénéficié de la CEHR sous le quotient, parce que dans ce cas-là, il faudra recalculer la CEHR sans application du mécanisme du quotient. Vous devrez également majorer cet impôt théorique de 1 500 euros par personne à charge et d'une somme forfaitaire, si vous êtes en couple, de 12 500 euros. C'est toujours bon pour tout le monde.
L'impôt sur le revenu, il est retraité, alors ça ne va pas être les cas les plus fréquents, en le minorant du montant de l'imposition au taux de 10%, par exemple, sur les produits de la propriété intellectuelle. Et, alors il n'est pas minoré, mais cet impôt sur le revenu, vous ne retenez que le quart du montant de l'impôt relatif aux revenus exceptionnels que vous n'avez intégré que pour un quart dans le revenu fiscal de référence. Par exemple, vous avez une plus-value de 1 million d'euros qui est considéré comme un revenu exceptionnel. Vous avez opté pour la flat tax, donc vous avez payé 12,80. Donc l'impôt à retenir, ça va être 1 million par 12,80 divisé par 4, puisque vous n'aurez retenu dans le revenu fiscal de référence retraité que le quart de la plus-value. On va attendre les commentaires de l'administration parce que là, l'exemple est très simple, mais quand le revenu en question exceptionnel est soumis au barème de l'impôt sur le revenu, qu'est-ce qu'on retient pour déterminer le quart de cet impôt? Est-ce que c'est le taux moyen d'imposition ou est-ce que c'est la tranche marginale d'imposition? On peut avoir une petite idée, la formule la moins intéressante pour le contribuable, mais on attendra les commentaires de l'administration. Il est également retraité, cet impôt sur le revenu, et là on va le majorer, donc c'est favorable aux contribuables. Il est retraité de toutes les réductions et crédits d'impôt qui sont listés dans les deux tableaux ci-dessous. Par exemple, dépenses en faveur de l'aide aux personnes, hein, sur l'emploi d'un salarié à domicile, vous avez une réduction d'impôt. Mais la réduction d'impôt obtenue au titre des revenus de 2025, ben, vous devrez la rajouter à l'impôt, à comparer toujours à notre imposition minimale de 20%. Comme si ce n'était pas assez compliqué, on nous prévoit un petit mécanisme de décote pour tenir compte du fait que certains contribuables, avec les effets de seuil, seraient pénalisés. Donc ça concerne les contribuables célibataires dont le revenu fiscal de référence retraité n'excède pas 330 000 euros et 660 000 euros pour un couple. Et vous avez une formule de décote qui s'applique. Et le montant de l'imposition minimale est alors diminué de la différence entre 20% du revenu fiscal de référence retraité et 82,5% de la différence entre ce revenu et les deux seuils de 150 000 ou 500 000. Alors, normalement, ça ne serait pas trop compliqué si l'État, oui, c'est véritablement une usine à gaz. Il y a quelques usines à gaz dans cette loi de finances. Alors, ça ne serait pas trop compliqué si on se contentait d'attendre la déclaration des revenus de 2025 à faire en 2026. On calcule la contribution minimale différentielle et c'est mis en couvrement. Le problème, c'est compte tenu des finances publiques, l'État est empressé d'encaisser de l'argent et va exiger des contribuables le versement d'un acompte. Et versement d'un acompte, et là, c'est là que ça va être sportif parce qu'il va devoir être auto-liquidé. Donc c'est au contribuable de faire les calculs, sauf qu'on va lui demander de faire tous les calculs que l'on vient de voir, il va falloir les faire, mais il va falloir les faire au cours de l'année 2025, enfin au plus tard entre le 1er et le 15 décembre 2025, puisque c'est au plus tard au 15 décembre que les contribuables éventuellement concernés devront liquider et payer cet acompte spontanément. Alors, il va devoir être liquidé et payé en parfaite connaissance des revenus perçus du 1er janvier au 30 novembre 2025 et en intégrant les revenus estimés du 1er décembre au 31 décembre 2025. Et là, on peut connaître des difficultés.
associés de sociétés de personnes qui clôturent au 31 décembre, ben, on n'a pas encore le résultat. Des BNC, des BIC, des contribuables qui perçoivent de grosses primes de fin d'année, bon, des contribuables qui perçoivent des dividendes et aussi des contribuables qui ont des portefeuilles de valeurs mobilières gérés par les banques pour lesquels en général on a le montant des plus-values que l'année suivante. Donc, vous voyez les difficultés auxquelles on va être confronté pour calculer, liquider et verser cet acompte. On espère que l'administration fiscale assouplira peut-être la rigueur de ce texte. On peut tout à fait envisager que retenir des quotes-parts, un douzième. Ah, Ça va être au mois de septembre, novembre, et l'information de l'administration, les instructions, vous voulez dire? au mois d'avril, en avril, on a 11 000 et 5 348. 1625 et 5348. Là, Je pense. je crois que quelqu'un n'a pas fermé son micro, là. Alors, donc, cet acompte, il est préférable à tout le moins de le calculer, de le liquider, même s'il y a une erreur. Parce que si vous ne déclarez rien alors qu'on devait verser cet acompte, lors de la mise en recouvrement des revenus de 2025 en 2026, et s'il apparaît que vous auriez dû payer cette contribution et l'acompte en découlant, on va vous majorer l'acompte qui aurait dû être versé de 20%. Alors, c'est une peine extrêmement sévère. Et en revanche, si vous avez versé un acompte et que le montant de l'acompte s'avère inférieur à plus de 20% de l'acompte que vous auriez dû normalement verser, cette majoration de 20% ne s'applique que sur l'insuffisance de versement. Alors, on va avoir des précisions qui vont sortir de la part de l'administration fiscale. On imagine qu'il y aura un imprimé spécifique sur le site impôt.gouv pour liquider cet acompte. Hein, donc, affaire à suivre. On est en présence d'une contribution assez compliquée. Après, est-ce qu'il y a des arbitrages à faire pour les clients? C'est de se dire, cette année 2025, si vous avez des clients qui sont à la limite des seuils, c'est de dire, bon, on distribue moins de dividendes. Après, des clients qui ont vendu des titres en 2025, il faudra, on verra, ça peut être intéressant de privilégier, si possible, l'abattement de 500 000 euros pour départ en retraite, parce que, on l'a vu, cet abattement de 500 000 euros, s'il est intégré dans le revenu fiscal de référence pour le calcul de la CEHR, il n'est pas pris en compte pour le calcul de la CDHR. Il faudra bien penser sur les plus-values également, de voir si on peut bénéficier du régime des revenus exceptionnels, parce que dans ce cas-là, vous n'en retenez que le quart, donc ça peut faire basculer un client en dessous du seuil d'assujettissement à la CDHR. Après, c'est de se dire, on décale des dividendes en 2026. Alors, avant de faire ça, idéalement, on attendra d'avoir le projet de loi de finances pour 2026. Si on est dans un timing habituel, on devrait l'avoir au mois d'octobre 2025. Et c'est là qu'on saura s'il y a de nouvelles hausses d'impôts ou si cette contribution, par facilité, est reconduite. Parce que pour l'instant, elle n'a qu'une durée de vie que d'1 an et ne concerne que les seuls revenus de 2025. Alors, on nous annonce, alors c'est des bruits de couloir, que cette contribution ne concernerait qu'une année parce qu'ils réfléchissent à une nouvelle imposition qui n'a encore jamais été testée. Ça serait de dire, au regard de l'ensemble des revenus du contribuable, de l'ensemble du patrimoine du contribuable, alors est-ce qu'il y aura les biens professionnels exclus ou pas, l'imposition ne pourrait être inférieur sur l'ensemble de cette base à 0,5%. Donc il y aura une sorte de fusion mécanique entre l'IFI ou même l'ISF, si on met tout le patrimoine, et l'impôt sur le revenu. Alors ça, ce sont des
des informations qui fuitent un petit peu, mais ce n'est pas du tout une mesure actée, hein. Je vous rapporte un petit peu ce qui a fuité. Et puis surtout, pour sauver la planète, on prenait des dispositions fiscales un peu contraignantes. Maintenant, c'est sauver la planète plus sauver la patrie. Donc, comme il faut renforcer le budget de la défense, ce qui en soi n'est pas une mauvaise chose, on nous prépare à des hausses d'impôts. Il ne faut pas se leurrer, en 2026, les impôts vont encore augmenter, puisque l'État n'a toujours pas compris qu'il pouvait aussi, accessoirement, réduire son train de vie. Est-ce que vous avez des questions sur cette usine à gaz? Nous, on réfléchira peut-être à proposer des formations en fin d'année sur cette contribution, hein. Donc, mais parce que oui, il faut voir dans la pratique, c'est ça. Et le problème, c'est que une fois que vous aurez bien maîtrisé cette contribution, s'ils ne nous la reconduisent pas, on se sera investi, on aura passé du temps, malheureusement, pour une seule année. Donc, après des augmentations d'impôts, la loi de finances regarde du côté des réductions d'impôts, toujours des particuliers. Alors, pour les dons à des organismes agréés, on avait une réduction d'impôts classique au taux de 66%. Oui, il y a une question? Non, il n'y a pas de... Et on avait également une réduction d'impôt au taux de 75% pour des dons à des associations venant en aide aux personnes en difficulté. C'est le fameux abattement Coluche, où là, on avait un taux à 75 sur un plafond de 1 000 euros. Et dans ce plafond de 1 000 euros et taux de 75, ont été intégrés les dons réalisés au profit d'associations luttant contre les violences domestiques. Et la loi de finances crée un nouveau plafond spécifique de 1 000 euros avec un taux de 75% si vous donnez à des fondations d'utilité publique agissant pour la conservation et la restauration du patrimoine religieux. On peut s'inspirer de ce qui s'est fait pour Notre-Dame de Paris. Attention toutefois, il faut, pour avoir ce taux de 75%, que les dons soient faits au profit de fondations possédant des immeubles religieux restaurés ou à restaurer dans des communes de moins de 10 000 habitants en métropole, et 20 000 euros pour les DOM. Les services à la personne, alors c'est une réduction d'impôt, crédit d'impôt qui coûte 8 milliards d'euros par an à l'État. On craint toujours qu'il soit raboté très sérieusement. Pas de coup de rabot tant sur le taux que sur le plafond, mais simplement pour la déclaration des revenus de 2025, donc à effectuer en 2026. On va demander des informations complémentaires. Alors, quand c'est vous qui gérez directement le salarié à domicile, il n'y aura pas de changement sur les obligations déclaratives. En revanche, si vous passez par une entreprise agréée, il faudra être plus précis sur les informations à communiquer, peut-être le numéro sirène, peut-être on verra ce que l'on devra porter sur les déclarations de revenus. Mais déclaration des revenus de 2025 à souscrire en 2026, donc pas de changement sur 2024, les revenus de 2024. Les pourboires, de moins en moins de pourboires en espèces, les gens payent souvent en carte bancaire. Donc, pour favoriser le versement des pourboires, avait été instaurée depuis le 1er janvier 2022 l'exonération fiscale et sociale des pourboires versés aux salariés en contact avec la clientèle et dont la rémunération n'excède pas 1,6 SMIC. Ça vise en fait tous les pourboires que vous pouvez verser par carte bancaire grâce à des logiciels de caisse qui, au moment de payer, vous interrogent: est-ce que vous souhaitez verser un pourboire, combien?
c'est intégré dans la recette, mais après retraité, puisque ça ne constitue pas une recette en tant que telle. Et si c'est reversé à des salariés en contact avec la clientèle et en dessous de 1,6 SMIC, en plus, les sommes qui leur sont versées sont exonérées d'impôts sur le revenu et de cotisations sociales, et ce système est reconduit jusqu'au 31 décembre 2025. Les management packages, alors, on ne va pas s'attarder sur ce régime qui concerne surtout souvent des opérations significatives et souvent des opérations de LBO, donc de rachat d'entreprises, avec des organismes financiers qui participent autour de table, avec les dirigeants, les cadres de la société reprise. Et à l'occasion de l'association de ces différents partenaires, en accord avec les financiers, est attribué des produits financiers spécifiques aux salariés ou aux dirigeants qui leur génèrent des gains. Alors, ça se fait dans des régimes encadrés légalement. Ce n'est pas ceux-là qui sont principalement visés. Options de souscription ou d'achat d'actions, attribution gratuite d'actions, BSPCE, bon de souscription de parts de créateurs d'entreprises, mais surtout d'autres instruments tels les bons de souscription d'actions, entre autres, pour lesquels l'administration fiscale avait engagé des contentieux quand elle pensait avoir démontré que ce gain financier retiré, par exemple, de BSA attribué aux dirigeants lui a été attribué en contrepartie de ses fonctions de dirigeant, l'administration disait, ben, au moment où ce gain est réalisé, ça n'est pas une plus-value, c'est un traitement et salaire. Donc on avait des rappels significatifs en traitement et salaire et également de cotisations sociales sur les salaires en question. Donc ça pouvait, avec des majorations de 40% manquement délibéré, ça pouvait faire des rappels significatifs. La jurisprudence avait fixé les règles pour ces régimes qui n'étaient pas encadrés légalement. Vous les avez ici. Et ce que fait la loi de finances, en fait, c'est qu'elle encadre et sécurise ce régime des management package, puisque elle, surtout socialement, elle sécurise le régime. Vous verrez pourquoi. Euh, En revanche, pour les dirigeants qui retirent des gains d'une opération avec ces produits financiers, si l'administration fiscale ne peut pas démontrer qu'ils ont perçu ce gain en contrepartie de leur fonction de dirigeant, rien ne changera. Le gain sera toujours considéré comme une plus-value, puisqu'on parle de situation de revente de titres. Si en revanche, l'administration démontre que le gain provient de la contrepartie des fonctions de dirigeant, c'est là que la loi de finances va entrer en ligne de compte et elle pose le postulat que tout est imposé en traitement et salaire, sauf dans certains cas où une fraction du gain peut être considérée comme une plus-value, si vous pouvez démontrer qu'il y avait un risque de perte en capital et si les titres ont été détenus pendant au moins 2 ans. En fait, tout va dépendre de la structuration, de l'organisation, de la rédaction juridique des documents qui sous-tendent la reprise, le LBO, hein, et les accords entre financiers et dirigeants. Alors, sont pas des opérations fréquentes hein, où on rencontre ce type de difficultés, c'est surtout sur des opérations de montant significatif. Le fait générateur de l'imposition, c'est l'année au titre de laquelle le contribuable dispose de ces titres, les a cédés, convertis ou mis en location. Si vous apportez ces titres qui génèrent un gain à la fois en traitement SLR et à la fois en plus-value, puisqu'on l'a vu, on pouvait avoir les deux,
Sur les plus-values, on attend la confirmation. Eh bien, si vous apportez ces titres à une société, on devrait pouvoir bénéficier d'un régime de sursis ou de report d'imposition de la plus-value, mais pas sur la quote-part relative aux gains imposés en salaire. Donc là, ça peut être pénalisant. Et en cas de donation de titres sur la partie gains imposés en salaire, l'impôt généré par ce gain ne sera imposé que lorsque les donataires vendront eux-mêmes les titres. Donc vous voyez bien que même en cas de donation, vous n'effacez pas la fiscalité potentielle sur le gain devant être taxé en traitement et salaire. Le régime fiscal, bah, vous pouvez avoir une imposition en plus-value, on l'a vu, et évidemment en traitement et salaire, si l'administration a démontré que le gain avait été octroyé en contrepartie de fonctions de direction. Et là, la grosse évolution grâce à la loi de finances, c'est que c'est soumis à cotisation sociale, mais ces cotisations sociales sont payées grâce à un prélèvement de 10%. Une contribution spécifique de 10% qui vaut paiement de toute cotisation sociale. Donc, c'est plutôt une avancée, une sécurisation du régime. Alors, il y a beaucoup de... pour ceux qui sont intéressés, si vous plongez dans le texte, il y a beaucoup d'interrogations, d'incertitudes, et tous les spécialistes, tout ce qui a déjà été écrit sur le sujet, précise qu'on va attendre avec intérêt les commentaires de l'administration fiscale. Les plus-values sur titre, l'abattement dirigeant qui prend sa retraite. Alors, on l'a abordé tout à l'heure avec la fameuse CDHR. C'est un abattement de 500 000 euros, au plafonné à 500 000 euros. Si le dirigeant prend sa retraite dans les 2 ans précédents ou suivant la cession et cesse toute fonction salarié ou dirigeant. Le terme salarié est important parce que faut pas oublier que si le cédant continue à être salarié dans sa société qu'il vient de vendre, on a ce délai de 2 ans qui court. Et contrairement aux autres abattements qui peuvent aller de 50 à 85%, cet abattement de 500 000 euros pour dirigeants partant en retraite s'applique également aux titres acquis après le 1er janvier 2018. Alors que pour les autres abattements, vous ne pouvez les appliquer que pour les titres acquis avant le 1er janvier 2018. La loi de finances proroge ce régime de dirigeants prenant sa retraite jusqu'au 31 décembre 2031. Il devait s'arrêter en 2024. Alors, ne pas s'enflammer. Ce qu'une loi de finances a fait, une autre loi de finances peut le défaire. Ce qui est certain, c'est que sur 2025, toute cession de titres qui remplit les conditions peut bénéficier de cet abattement de 500 000 euros. Pour les dirigeants d'entreprises agricoles qui prennent leur retraite, l'abattement est porté de 500 000 à 600 000 euros. On a les mêmes conditions. Et pour que ce soit porté à 600 000 euros, il y a une condition supplémentaire, c'est que ceux qui acquièrent les titres bénéficient de l'aide à la première installation de jeunes agriculteurs, ou s'il s'agit d'une société qui rachète, que tous les associés de la société qui rachète bénéficient de ce type d'aide. Et autre allègement, si on peut dire, on autorise les cessions échelonnées de la totalité des titres de la société agricole sur 6 ans. Le patrimoine immobilier, maintenant, deuxième partie.
Vous avez tous constaté que l'immobilier est en pleine forme, même si on voit un petit regain là sur les valorisations, que ce soit les notaires, les promoteurs, les agents immobiliers. Il y a eu un très sérieux coup de frein sur la vente des biens immobiliers. Et pour faire redémarrer ces ventes, ben, le gouvernement n'a pas eu une autre idée que d'augmenter les droits de mutation sur les ventes d'immeubles. Puisque, alors, ce n'est pas une augmentation automatique, hein. Aujourd'hui, on est à 4,5%. Et on laisse le choix aux départements, puisque c'est eux qui encaissent la majeure partie des droits de mutation sur les ventes d'immeubles. Ça représente à peu près entre 16 et 17 milliards d'euros par an, et les départements en encaissent entre 11 et 12 milliards. Et donc le gouvernement qui a annoncé qu'il allait réduire de 2,2 milliards d'euros les versements aux collectivités locales, leur a octroyé en contrepartie la possibilité d'augmenter les droits de mutation sur les ventes d'immeubles en le passant de 4,5 à 5%. Donc c'est quand même une hausse de un peu plus de 10%. Les conseils départementaux pourront choisir ou pas d'augmenter les taux. En Pays de Loire, manifestement, tous les départements ont décidé d'augmenter les taux, sauf on attend la Sarthe encore, mais ça ne devrait pas tarder. Ça ne s'applique pas pour la première acquisition de sa résidence principale. La loi de finances instaure un calendrier de prise d'effet de l'augmentation de taux. En effet, pour que l'augmentation des taux entre en vigueur, il faut que une délibération du conseil départemental et que cette délibération soit notifiée à l'administration fiscale. Alors, par exemple, si vous avez une notification de la délibération au plus tard le 15 avril, ce calendrier prévu par la loi de finances, la hausse va s'appliquer le premier jour du deuxième mois suivant la notification, soit le 1er juin 2025. Si en revanche c'est pris après le 16 avril 2025 et avant le 30 novembre 2025, la hausse ne s'appliquera qu'au 1er janvier 2026. C'est pour ça qu'en réalité, on va très vite voir les départements se décider rapidement pour que la hausse soit applicable dès le 1er juin 2025. Plus-value et LMNP. Alors, c'était dans les tuyaux. On avait eu des amendements qui avaient été adoptés en commission, notamment l'an dernier, mais qui n'avaient pas été retenus. Et cette fois-ci, le gouvernement et le Parlement sont passés à l'acte. Pour les loueurs en meublé non professionnels, on modifie le mode de calcul de la plus-value. Alors, un rappel, loueur en meublé professionnel, quand vous vendez l'immeuble ou quand vous arrêtez votre activité retrait d'actifs, votre plus-value est imposée selon les règles des BIC, avec éventuellement des régimes d'exonération 151 pièces, hein, moins de 90 000 euros de recettes et plus de 5 ans, au moins 5 ans d'activité. Et pour un LMNP, donc vous n'êtes imposé que si vous vendez l'immeuble, l'arrêt d'activité n'étant pas une cession où il n'y a pas d'imposition. Donc LMNP, vous n'êtes imposé que si vous vendez l'immeuble. Et jusqu'à présent, vous étiez imposé dans la catégorie plus-value des particuliers, ce qui est toujours le cas. Et pour calculer votre plus-value, on comparait le prix de vente au prix d'acquisition historique non retraité des amortissements qui avaient pourtant été déduits au cours de la période de location. Et c'est ce point particulier que la loi de finances modifie pour les cessions réalisées à compter du 15 février 2025, puisque à compter de cette date, pour calculer la plus-value dégagée par un LMNP sur la vente d'un immeuble, on comparera le prix de vente au prix d'acquisition historique diminué des amortissements admis en déduction. Donc,
vous avez vu apparaître ou vous allez voir apparaître sur l'imprimé de calcul des plus-values immobilières une ligne 25 supplémentaire qui est justement est là pour minorer le prix d'acquisition. Et certains de vos confrères, ce matin, je représentais une autre visio, me disaient on a déjà des questions des notaires et ce qui est normal, puisque les notaires n'ayant pas accès à la comptabilité du LMNP, vont vous solliciter pour avoir le montant des amortissements admis fiscalement en déduction. Attention, ça va être les amortissements que vous avez effectivement déduits, puisque il existe un mécanisme dans les BIC de location, ce qui est le cas d'un LMNP, hein, comme un LMP, quand le loyer minoré des charges ne suffit pas à absorber les amortissements, la quote-part d'amortissement excédentaire est réintégrée fiscalement pour ramener le résultat à zéro. Donc, ce ne sera que les amortissements que vous aurez déduits fiscalement qui viendront diminuer votre prix d'acquisition pour le calcul de la plus-value. Alors après, un de vos confrères nous disait ce matin, posait la question ce matin, imaginez un LMNP qui a plusieurs immeubles. Il est LMNP parce que, certes, il fait plus de 23 000 euros de recettes, mais il a d'autres revenus plus importants qui représentent plus de 50% des recettes de location, et il a plusieurs immeubles. Et il réintègre chaque année une quote-part d'amortissement pour éviter que son LMNP soit déficitaire. Mais il me disait, moi, je ne faisais pas de comptabilité analytique de suivi immeuble par immeuble. Or, maintenant, il va falloir que vous le fassiez, puisque si un LMNP a 2 immeubles, il en vend un des 2, et que vous avez réintégré une partie des amortissements pour ne pas générer de déficit fiscal, eh bien, il va falloir déterminer le montant des amortissements déduits, effectivement, se rapportant aux biens transmis. Le législateur a quand même pris conscience que tout un pan d'une activité économique était sous perfusion des investisseurs privés, puisqu'il dit que cette disposition ne s'applique pas aux immeubles vendus, possédés par un LMNP au sein de résidences étudiantes ou d'EHPAD ou d'établissements de soins de longue durée. Est-ce que vous avez des questions? Pas de questions. Les dons familiaux. Alors, après avoir tapé sur les ventes d'immeubles en augmentant les droits de mutation, on a toujours l'abattement pour durée de détention. Oui, vous l'avez toujours, puisqu'on est en plus-value des particuliers. Plus-value des particuliers, ce qui veut dire que cette mesure, si vous détenez l'immeuble depuis 30 ans ou plus, cette mesure n'aura aucun impact sur le montant de votre plus-value. Effectivement. Mais on relève toujours des plus-values des particuliers jusqu'à un moment où ils pourront décider d'uniformiser le régime des loueurs en meublé. Mais ça va encore bouger de toute façon. Les dons familiaux. Pour rediriger de l'argent qui dort dans tous les bas de laine de certains Français vers l'immobilier, on instaure un mécanisme qui avait déjà été mis en place précédemment en disant pour les dons en espèces réalisés entre le 15 février 2025 et le 31 décembre 2026, consentis
à des descendants ou à défaut de descendance à des neveux ou nièces. Alors, descendants, c'est enfant, petit-enfant, arrière-petit-enfant, et neveu ou nièce de soi-même, pas du conjoint, hein, et simplement si vous n'avez pas de descendants. Et ces dons en argent, s'ils sont affectés par le donataire dans les 6 mois de la donation, soit l'acquisition d'un immeuble neuf ou en VFA pour sa résidence principale ou la résidence principale d'un locataire ou pour réaliser des travaux de rénovation énergétique dans sa résidence principale, eh bien, on va bénéficier d'abattements de 100 000 euros par donateur avec un plafond de 300 000 euros par donataire. Ça peut être le cas, par exemple, un couple donne à l'un de ses enfants chacun 100 000 euros, 100 000 euros monsieur, 100 000 euros madame, et le grand-père, qui ne veut pas être en reste, donne également 100 000 euros au même enfant. Donc, vous voyez bien, on atteint le plafond de 300 000 euros, sachant que on ne peut pas donner plus de 100 000 euros par donateur. Alors, les travaux de rénovation énergétique doivent être effectués dans la résidence principale du donataire et être éligibles à la prime de transition énergétique. On doit conserver le logement pendant 5 ans. Et pour le locataire qui va affecter le bien en location à sa résidence principale, il doit également l'occuper pendant au moins 5 ans s'il est loué dès le début. Après, ça peut être un mix. Vous pouvez acheter votre résidence principale grâce à cet argent, l'occuper 2 ans, et après, il faudra le louer pendant au moins 3 ans. Le troisième morceau de l'URSSAF, il avait été payé, les 9 000 euros ou pas? Vous n'avez pas coupé votre micro. D'accord. Donc, il va être prélevé quand? Alors, on nous précise que l'exonération est susceptible de s'appliquer par au acte 15 avril. notarié. D'accord, parce que j'ai l'impression qu'au 15 mars, j'ai encore que ça qui est sur la tête. Parfait, ok, ça marche, merci. Alors, là, vous pouvez le faire par acte notarié sous seing privé ou avec la déclaration de dons annuels. Fiscalement, oui, mais attention, si vous avez un client qui veut donner cette somme d'argent, qui a un enfant unique, la déclaration de dons manuels suffit amplement. Si en revanche, il a plusieurs enfants, et même s'il donne à chacun d'eux, et comme on réinvestit dans de l'immobilier qui va prendre de la valeur, là, il faut impérativement passer par un acte notarié qui va intégrer cette donation d'argent en espèces dans une donation partage. Parce que le risque, si rien n'est fait de ce type, si vous passez par la seule déclaration de don manuel, il y a 2 enfants, vous donnez 100 000 euros à un enfant et pas à l'autre, en disant il a déjà été, on lui a déjà donné par ailleurs, que l'enfant à qui vous donnez 100 000 euros achète un studio, par exemple, un appartement à but locatif. Si vous n'avez fait que la déclaration de don manuel au décès du donateur, si le bien vaut 200 000 euros, eh bien, l'enfant à qui vous aurez donné 100 000 euros, eh bien, le jour de la succession, on considérera qu'il a déjà reçu non pas 100 000, mais 200 000 euros. Donc, enfant unique, déclaration de don manuel, il n'y a pas besoin d'aller chez le notaire, ça fera des économies d'honoraires. Mais en revanche, s'il y a au moins 2 enfants, il faut impérativement, même si on ne donne qu'à un seul des deux, il faut impérativement passer devant un notaire pour geler la valeur. Alors, ces abattements de 100 000 euros peuvent se cumuler avec tous les abattements qui existent quand vous faites des donations en ligne directe, donc 100 000 euros par parent ou par enfant, ou aux petits-enfants, ça peut être également, je crois que je vous donne le montant, petits-enfants, c'est 31 865 euros, arrière-petits-enfants, c'est 5 310 euros, et les neveux ou nièces, 7 967 euros. Vous pouvez aussi cumuler ce don de somme d'argent en espèces avec l'abattement Sarkozy,
qui permet de donner 31 865 € si le donateur a moins de 80 ans. Là, le mécanisme n'exige pas que le donateur ait moins de 80 ans, hein, donc, puisqu'on peut donner à ses arrière-petits-enfants. Donc, assez souple, mais attention, du strict point de vue juridique, au formalisme à respecter s'il n'y a pas un seul enfant comme héritier. Bon, possession et location d'immobilier, fourniture et pose de chaudières. Toutes les chaudières à énergie fossile ne pouvaient plus bénéficier du taux réduit à 5,5. Certaines pouvaient bénéficier du taux à 10%. Maintenant, plus de taux à 10% pour l'acquisition de chaudières à énergie fossile. En revanche, elles pourront continuer, dans le cadre des réparations, de bénéficier de taux réduits de TVA pour les seules réparations. Les panneaux photovoltaïques, la loi de finances veut inciter les particuliers à investir dans le panneau photovoltaïque, particuliers et notamment en supprimant le plafond de 3 kW crête qui conditionnait l'application du taux intermédiaire à 10%, puisque maintenant le plafond est porté à 9 kW crête et on peut bénéficier du taux réduit de 5,5%, quelle que soit la qualité du particulier au regard de la TVA, et même si l'énergie produite n'est pas intégralement auto-consommée, c'est-à-dire même s'il en revend une partie, et quelle que soit également l'ancienneté du logement. La seule chose qu'on peut regretter, c'est que ça va favoriser une industrie qui n'est pas, pour l'essentiel, située en Europe, loin de là. Les travaux dans le logement, vous pouvez bénéficier, si c'est un logement achevé depuis plus de 2 ans, vous faites des travaux de dépenses d'entretien, réparation, amélioration, bénéficiez soit de taux de 5,5% si ça participe à la rénovation énergétique ou 10% plus généralement. Parmi les conditions, le particulier devait remettre une attestation spécifique décrivant la nature des travaux, que le logement constituait bien une habitation achevée depuis plus de 2 ans, qu'il n'affectait pas les éléments de second œuvre, etc. Et cette attestation qui devait être délivrée, par le contribuable, par le client, devait être conservée par l'artisan. On avait déjà une tolérance de l'administration qui acceptait de ne plus produire ces attestations pour les travaux de réparation inférieurs à 300 € TTC. Cette tolérance a été étendue par la loi de finances à tous les travaux rentrant dans le champ d'application de taux réduits ou intermédiaires de TVA, quel que soit leur montant. Et en contrepartie de cette attestation, on demande simplement que soit porté sur le devis ou la facture une mention du client certifiant que l'immeuble dans lequel les travaux interviennent remplit les conditions pour bénéficier des taux réduits ou taux intermédiaires. Vous avez déjà la CAPEB et la FFB, les deux principales fédérations professionnelles du bâtiment, qui ont communiqué à leurs adhérents des modèles de texte à apposer sur les factures et à faire signer, ou les devis, et à faire signer par leurs clients. Alors, on aura toujours la même contrainte de conservation du devis ou de la facture sur lequel ces pas attestation, cette certification du client devra figurer. Alors, c'est un assouplissement. Attention à la mise en route
de cet assouplissement en se disant on n'a plus d'attestation et on oublie d'être rigoureux, le on étant l'artisan qui malheureusement a autre chose à faire, mais il oublie d'être rigoureux sur les mentions sur le devis ou la facture qui sont maintenant la garantie pour lui de bénéficier de taux réduits ou de pouvoir facturer des taux réduits ou intermédiaires de TVA. La loi de finances réduit le champ d'application de la taxe d'habitation aux seules résidences secondaires. Vous allez me dire, c'est déjà le cas, pas tout à fait, puisqu'effectivement, sur votre résidence principale, vous êtes totalement exonéré de taxe d'habitation, mais en plus des résidences secondaires soumises à taxe d'habitation, on pouvait avoir des locaux à usage professionnel soumis à la taxe d'habitation, par exemple des locaux appartenant à un organisme privé non assujetti à la CFE, non ouvert au public, qui étaient des salles de réunion, des bureaux. On peut penser, par exemple, à l'ordre des avocats et peut-être l'ordre des experts comptables sur ces locaux à Angers est assujetti à taxe d'habitation. Alors, est-ce que l'ordre des experts comptables paye la CFE? À voir. Si vous ne payez pas la CFE, vous deviez normalement être assujetti à taxe d'habitation sur vos salles de réunion. Maintenant, ça va être supprimé. Vont également être supprimées les taxes d'habitation pour les logements d'urgence. Les élèves dans les écoles, donc les internats, vont échapper aux taxes d'habitation. En même temps que la déclaration de revenus depuis maintenant 2023, vous vous réjouissez à l'idée de remplir la déclaration des locaux d'habitation dans l'onglet GMBI, Gérer mes biens immobiliers. C'était justement pour permettre à l'administration fiscale de savoir si tel local constituait une résidence principale exonérée de taxes d'habitation ou au contraire devait être assujetti à la taxe d'habitation. La loi de finances rajoute des mentions complémentaires à ces déclarations déjà rébarbatives et une nouvelle mention, par exemple caractéristiques des locaux, mode d'occupation, date de début et de fin d'occupation. Donc, ça peut être embêtant, avoir des informations à communiquer, notamment pour des locations saisonnières. Ça risque de prendre un peu plus de temps pour servir ce formulaire. Et on met une nouvelle obligation déclarative à la charge des tiers occupants de résidences secondaires. Donc, ils ne sont pas pour ces tiers vous pouvez être locataire d'une résidence secondaire et à l'année. On peut penser que c'est à l'année. Hein. On a l'impression que ça concerne tout le monde, mais ça devrait être que les occupants de résidences secondaires à l'année pour s'assurer que c'est bien leur résidence secondaire par leur résidence principale. Donc pour permettre à l'administration de sécuriser qui doit payer ou pas la taxe d'habitation. Sachant qu'à l'occasion de la mise en place du GMBI, du service Gérer mes biens immobiliers, la Cour des comptes avait fait apparaître que ça avait été une gabegie financière, mal ficelée, et que ça avait coûté quand même 3 milliards d'euros à l'État. Fiscalité des entreprises, contribution exceptionnelle sur les bénéfices. Bon, on va passer rapidement, même si je souhaite à chacun d'entre vous d'avoir une entreprise concernée. Bon, il y en a 400 en France, hein, vous êtes 205, donc vous voyez, il y a à peu près 4,8 millions d'entreprises en France et seulement 300 à 400 vont être concernées par cette contribution exceptionnelle qui a fait sortir de leur gonds, si on peut dire, certains des plus gros chefs d'entreprise en France. Alors, c'est une contribution qui doit rapporter 8 milliards d'euros. Et souvenez-vous, Bernard Arnault, qui est assez taiseux, qui se consacre à ces entreprises, avait fait des déclarations publiques. On peut le comprendre parce que d'après les chiffres qui fuitent, LVMH à lui seul, sur les 8 milliards, paierait 800 millions d'euros d'impôts en plus.
Donc, effectivement, on est face à l'incapacité de l'État à se réformer et à continuer d'augmenter les impôts. Et là sont les plus grosses entreprises. Ces 800 millions d'euros qui vont aller dans la poche de l'État, on ne sait pas ce qu'il va en faire. Alors que si c'était resté dans la poche de l'entreprise, on peut imaginer que ça aurait été utilement utilisé. Ça concerne les entreprises qui font plus d'1 milliard d'euros de chiffre d'affaires. Donc, pas au sens compte consolidé, il n'y a aucune précision de la loi, donc les comptes consolidés ne sont pas concernés. La seule situation envisagée où on va devoir faire masse des chiffres d'affaires pour savoir si une société est redevable, c'est dans le cadre de l'intégration fiscale, puisqu'on n'a qu'une société qui paye, c'est la société mère, et là, pour savoir si elle est redevable, on fera la masse des chiffres d'affaires de toutes les sociétés du groupe. Bon, je vais passer rapidement. L'assiette de la contribution, c'est la moyenne de l'impôt sur les sociétés sans les réductions d'impôts de 2024 et 2025. Donc, c'est la moyenne des 2 années. Le montant de la contribution, on comprend que les patrons hurlent, c'est si votre chiffre d'affaires est inférieur à 3 milliards d'euros, on vous met une contribution complémentaire à l'IS de 20,6% de l'IS. Et si c'est supérieur à 3 milliards, c'est 41,2% de l'IS en plus à payer. Le paiement doit se faire, si vous clôturez par exemple au 31 décembre 2025, le paiement, vous devriez le faire normalement au 15 mai 2026, mais comme l'État a besoin d'argent, eh bien on dit, comme pour la contribution différentielle sur les revenus, vous allez nous verser en 2025 un petit acompte qui représente 98% du montant de la contribution. Et cet acompte, vous devrez le verser au plus tard au 15 mai 2026. La contribution n'est pas déductible du résultat, hein, puisque comme l'impôt sur les sociétés qui la sous-tend, ça ne peut pas venir en charge. L'acompte, s'il y a une insuffisance de versement, pénalité de retard, intérêt de retard et majoration de 5%. On aurait aimé que ce soit ces mêmes montants qui soient appliqués à l'acompte de la contribution différentielle. Pour les entreprises, c'est 5% la majoration. Pour les personnes physiques, c'est 20%. Les opérations de restructuration, on est dans la transcription de manière fiscale des aménagements qui ont été apportés au Code de commerce sur certaines opérations de restructuration, notamment les fusions sans échange de titres. Alors, on pouvait faire des fusions sans échange de titres quand vous aviez une société qui détenait à 100% une filiale qu'elle absorbait, ou une société qui détenait 2 filiales à 100%, et les 2 filiales fusionnaient. Donc ça, c'était possible, ça rentrait et c'est toujours possible, ça rentre dans le régime de faveur des fusions qui neutralisent tous les effets fiscaux d'une fusion, et la loi de finances intègre les nouvelles fusions sans échange de titres validées par le Code de commerce. Par exemple, vous avez 2 sociétés holding, H1 et H2, qui détiennent respectivement 70% d'une filiale 1 et filiale 2, et l'autre 30% des filiales 1 et filiale 2. Et l'opération sans échange de titres va consister à F1 à absorber F2. Et à l'arrivée, on se retrouve avec nos 2 sociétés holding qui détiennent toujours à 70 et 30% non plus F1 et F2, mais simplement F1 ayant absorbé F2. Donc, régime de faveur possible, et également certaines scissions partielles qui s'apparentent à des apports partiels d'actifs. Là, vous avez une société holding une société qui apporte une branche complète d'activité à une société filiale qu'elle constitue ou crée à cet effet. Et dans cette situation, elle va augmenter le capital de la société bénéficiaire de l'apport. Et
à cette occasion, la société bénéficiaire des apports va émettre des titres. Et ces titres sont normalement attribués à la société qui lui réalise les apports. Eh bien, dans ce nouveau mécanisme, ce n'est pas la société qui apporte qui va recevoir les titres de la société bénéficiaire des apports, mais les associés de la société apporteuse. Donc, c'est un mécanisme intéressant, hein, ça permet d'attribuer directement aux associés de la société apporteuse les titres issus de l'augmentation, enfin de l'apport à une nouvelle société. Il y a plusieurs conditions. Toutefois, il faut qu'après l'apport, la société apporteuse dispose toujours d'une branche complète d'activité, donc elle ait au moins 2 branches d'activité avant la réalisation de l'opération, et que l'opération doit être placée sous le régime de faveur des fusions, ce qui sera en général le cas, et l'attribution des titres à ses associés doit être faite dans un délai d'1 an, à compter de la réalisation de l'apport. Et si vous n'apportez pas une branche complète d'activité ou qu'à l'issue de l'opération, vous n'avez pas de branche complète d'activité, vous pouvez solliciter ce régime par le biais d'un agrément préalable auprès de l'administration fiscale. Alors, je pose une question. Bon, vous êtes nombreux. Est-ce que vous savez combien de poids lourds électriques sont vendus en France chaque année? Enfin, en 2024. Que vous avez des clients qui ont acquis des poids lourds électriques. Il ferait ainsi... Bon, votre client a donc acquis un poids lourd électrique sur les 670 poids lourds électriques vendus en France en 2024. Et, oui, c'est pas un client. Non, 670 quand même. Et contre 510 en 2023, mais au total, on avait 48 843 poids lourds électriques et thermiques vendus en 2024. Donc on voit que ça représente 1,34%. On veut inciter les entreprises à acheter électrique, mais on a toujours les mêmes obstacles, le coût d'acquisition et l'autonomie, la rapidité de recharge. Alors, malgré tout, la loi de finances leur dit, si vous achetez un poids lourd électrique, vous aurez le droit à un suramortissement calculé sur la différence entre le prix d'achat du véhicule électrique et le prix d'achat du même véhicule non électrique. Donc, ce différentiel fera l'objet d'un amortissement supplémentaire linéaire qui sera déterminé au regard du poids total en charge du véhicule. 115 ou 75 ou 40% du différentiel. Le crédit impôt recherche coûte 8 milliards d'euros à l'État, aux finances publiques, mais ça reste l'outil privilégié pour favoriser les recherches dans les entreprises. Il n'y a pas de suppression du crédit d'impôt, ça serait très compliqué de le supprimer. Bon, des coûts de rabot, les dépenses de fonctionnement pour déterminer les dépenses de personnel passent de 43 à 40%. Auparavant, c'était même 50%. Donc, c'est passé à 40%. On supprime l'avantage du doublement lié à l'emploi de jeunes docteurs. Et on enlève de la base du crédit d'impôt recherche certains frais annexes, frais de prise de maintenance, dépenses de veille technologique, etc. La notion de subvention publique est précisée. Logique, si une entreprise qui effectue de la recherche perçoit par ailleurs des subventions publiques, eh bien, on doit diminuer la base de calcul du crédit impôt recherche qui est au taux de 30%, jusqu'à 100 millions d'euros de dépenses, et 5% après, des subventions perçues. Mais comme le texte ne parlait que de subventions publiques, passer à travers de cette réintégration, au regard du Conseil d'État, notamment,
les subventions versées par des organismes privés chargés d'une mission de service public. La loi corrige cet oubli et maintenant, tout type de subvention versée par les organismes publics ou les organismes privés chargés d'une mission de service public à une entreprise qui effectue des dépenses de recherche doivent venir minorer la base de calcul du crédit d'impôt. Le crédit d'impôt innovation est reconduit, on rabote son taux, on passe de 30 à 20% et on proroge le crédit d'impôt collection pour les entreprises de confection jusqu'au 31 décembre 2027. Les organismes de gestion agréés sont appelés à disparaître, ça c'est une certitude. Puisque premier coup dur, quand le Conseil constitutionnel a dit que la majoration de 25% appliquée aux bénéfices de non-adhérents des OGA n'était pas légale, premier coup, mais comme on lui conservait encore à ces organismes la possibilité d'octroyer à ses adhérents d'une réduction d'impôt pour frais de comptabilité de 915 €, il survivait. Bon, manifestement, l'État a voulu faire des économies puisqu'il supprime cette réduction d'impôt pour frais de comptabilité. Et là, c'était le dernier clou sur le cercueil des OGA qui sont appelés à disparaître. Donc, certains OGA essayent de s'organiser comme ils peuvent. Alors, en Vendée, là, j'ai appris que le centre de gestion agréé de Vendée, qui était très gros, ils sont plus maintenant que 4 salariés, essaye de survivre en se tournant, par exemple, vers les organismes de tutelle, par exemple, les tutelles des personnes physiques, toutes les associations gérant les tutelles pour tenir les comptes des personnes sous tutelle. Bon, ça fait un peu opération survie, hein, mais malheureusement, il y a des salariés qui payent le prix fort de cette décision. Alors, on a inventé les impositions, les impôts temporaires qui ne sont jamais supprimés. Avec la CVAE, on a l'inverse. On a un impôt qui doit être supprimé et qui ne finit pas de ne pas être supprimé. Puisque, souvenez-vous, on avait la loi qui disait que la CVAE allait être supprimée pour l'ensemble des entreprises, quel que soit leur chiffre d'affaires, en 2024. Et puis la loi de finances pour 2024, justement, a dit la CVAE, on va la proroger jusqu'en 2027. Et la loi de finances pour 2025 nous dit aujourd'hui, non, finalement, on va la supprimer en 2030. Et donc, on a les nouveaux les nouveaux taux de CVAE qui s'appliquent toujours par tranche de chiffre d'affaires. Donc là, rien de neuf. Mais ce qui est nouveau et simplement pour une année, la loi de finances a été votée en 2025. Si elle avait été votée en 2024, elle aurait pu agir immédiatement en prolongeant la CVAE sur le taux de la CVAE de 2025, donc rectifier celui qui avait été voté antérieurement. Comme elle a été votée après le 1er janvier 2025, ils étaient coincés. C'est la raison pour laquelle a été créée une contribution complémentaire à la CVAE, simplement due au titre de 2025, et qui permet au gouvernement de moduler à la hausse le taux de la CVAE qu'il souhaitait voir appliqué sur 2025 à l'ensemble des entreprises. Donc, il y aura une contribution complémentaire et l'imprimé de versement de la CVAE sera adapté sur 2025 seulement, sera adapté pour tenir compte de cette contribution complémentaire. La TVA et les taxes diverses, franchise en base. Alors, si rien n'avait été fait dans le cadre de la loi de finances pour 2025, les nouveaux seuils de franchise en base qui avaient été définis par la loi de finances pour 2024 auraient été ceux-là, 85 000 €, c'est-à-dire
une personne aurait été assujettie à la TVA si en 2025, 1er janvier, si son chiffre d'affaires 2024 avait excédé 85 000 euros pour les ventes et 37 500 euros pour les autres activités de prestation de services. Et est passé, alors inaperçu jusqu'à temps, dans le cadre de l'adoption de la loi de finances, les gouvernements Bayrou renvoyant la responsabilité au gouvernement Barnier en disant c'est pas moi, c'est l'autre. Toujours est-il qu'a été adoptée dans le cadre de la loi de finances une mesure très rigide et radicale consistant à uniformiser le seuil de la franchise en base. Alors ça a le mérite de la simplicité, mais c'est plutôt brutal et violent puisque le seuil uniformisé passe à 25 000 euros. Et ça s'appliquait à compter du 1er mars 2025, puisque la loi de finances a été adoptée le 15 février 2025. Très rapidement, dès que cette mesure, alors oui, sauf pour les agriculteurs, dès que cette mesure a été connue, tout de suite, un vent de révolte est apparu et très rapidement, le gouvernement a eu peur d'une nouvelle crise des Gilets jaunes, puisqu'il s'attaquait en fait aux petits auto-entrepreneurs qui, notamment pour un prestataire de service, avec 37 500 euros, pouvaient, oui, les nouveaux seuils 37 500, à mesure, par exemple, un coiffeur à domicile qui n'a pas beaucoup de charges, ben, s'il était à 36 000 euros de recettes, il avait un revenu, alors, pas faramineux, mais tout à fait correct. Si vous abaissez le seuil à 25 000 euros qu'il est obligé de mettre de la TVA, sachant qu'il n'a aucune TVA récupérable sur ses dépenses, c'était catastrophique. Donc, voyant la fronde gagner, le gouvernement ne fait pas marche arrière, il dit on stoppe l'entrée en vigueur au 1er mars et on fait une grande concertation. C'est la méthode Bayrou, on fait des concertations à tour de bras. Donc, il y a eu 2 réunions à Bercy. On ne sait pas ce qu'il va en ressortir. Il semblerait, alors ce sont des fuites de sources différentes, mais ce n'est pas du tout acté, hein, donc ne communiquez pas là-dessus. Il semblerait, mais on peut être détrompé, qu'on aurait une uniformisation du seuil, mais qui serait portée de 25 à 50 000 euros pour toutes les activités, sauf pour le bâtiment, où le seuil de 25 000 euros resterait en vigueur. Mais ça, c'est pas garanti du tout qu'on aboutisse à ce résultat. Toujours est-il que s'il y a un accord de trouver et que le gouvernement modifie sa copie et fait entrer en vigueur ce nouveau seuil au 1er juin 2025, ben, il va falloir jongler avec plusieurs seuils. Par exemple, si vous avez un contribuable qui, en 2024, prestataire de service, avait fait 38 000 euros de chiffre d'affaires, il était automatiquement à TVA dès le 1er janvier, réforme ou pas. Si à l'inverse, il était à 35 000 euros en 2024, du 1er janvier au 31 mai, si le nouveau seuil rentre en vigueur au 1er juin, eh bien, il n'était pas en TVA. Et puis après, ben, il faudra regarder du 1er janvier au 31 mai s'il est sous le seuil ou le nouveau seuil. Si c'est à 50 000 euros qu'il est à 35 000 euros sur une année, ben, on peut penser que du 1er janvier au 31 mai, il n'aura pas fait 50 000 euros, donc il restera toujours sans TVA jusqu'à temps qu'il dépasse le seuil plafond de l'année en cours. Enfin, ça ne va pas être simple. Enfin, vous risquez de voir arriver, alors c'est un risque ou une chance, de voir arriver dans vos cabinets respectifs des contribuables qui n'étaient pas en franchise, qui étaient en franchise en base, qui basculent à la TVA et pour qui ça va générer des contraintes de facturation et des contraintes comptables qu'ils n'avaient pas auparavant. Vous avez eu déjà des personnes de ce type d'entreprise qui vous ont contacté ou pas encore?
encore. Ce qui est acté en revanche, c'est la suppression du régime simplifié de TVA à compter du 1er janvier 2027. Oui? Non? 1er janvier 2027, le régime simplifié de TVA va disparaître, donc plus de paiement d'acompte et une liquidation sur CA12 l'année suivante, puisque le régime de droit commun, ça va être le régime normal mensuel. On peut penser qu'il y a un lien avec l'entrée en vigueur progressive de la facturation électronique. Néanmoins, les entreprises dont le chiffre d'affaires de l'année précédente n'excède pas 1 million d'euros et de l'année en cours 1,1 million pourront de plein droit être au réel normal, mais pas mensuel, mais trimestriel. Et ces entreprises, de plein droit au réel normal trimestriel, pourront renoncer au trimestre et passer au mensuel sur une option. Bon, on a le temps d'en reparler, effet 1er janvier 2027. Bon, ce qui laisse le temps de préparer vos clients qui sont aujourd'hui au réel simplifié aux contraintes de suivi au mois le mois des opérations de TVA. Donc, ça peut permettre de commencer à les sensibiliser. Alors, des clients à sensibiliser, ça peut être ceux-là, des clients qui utilisent des logiciels de caisse informatisés. Puisque pour éviter des logiciels permissifs, on a connu chez les coiffeurs, les pharmaciens, entre autres, les restaurateurs, et évidemment, la réglementation a imposé l'exploitant qui utilise un logiciel de caisse de fournir une certification afin de s'assurer que la caisse remplit bien les conditions de sécurité et de conservation et d'inaltérabilité des données saisies dans la caisse. Et cette certification, elle est émise par 2 organismes en France. Vous avez l'organisme, ça doit être l'AFNOR, je pense, non, Infocer, et le Laboratoire national de métrologie et d'essais, LNE. Et il y avait, pour les entreprises qui doivent détenir cette attestation certifiant que le logiciel de caisse est conforme, il y avait 2 possibilités, soit la certification officielle délivrée pour le type de logiciel par l'un des 2 organismes, soit c'était un logiciel maison, pas grand public, l'auto-certification par le fournisseur du logiciel. Ce que la loi de finances supprime, c'est l'auto-certification par le fournisseur du logiciel. Et maintenant, donc, une entreprise qui utilise un logiciel de caisse a l'obligation de produire la certification officielle, y compris pour une caisse acquise avant le 16 février 2025. Je vous rappelle que si la caisse n'est pas certifiée, c'est une amende de 7 500 € par logiciel. Donc, si vous avez des clients qui utilisent des caisses informatisées, à l'occasion d'une visite, sensibilisez-les, essayez de... ils ont encore droit à la caisse papier. Alors, oui, il n'y a pas d'obligation de caisse informatisée. À partir du moment où tous vos clients sont des non-professionnels, vous n'avez pas d'obligation de facturation. Dès lors, vous pouvez parfaitement tenir un livre de recettes sur un cahier digne de ce nom, quand même sur un tableur Excel, à partir du moment où vous avez des clients non professionnels à qui vous n'avez pas l'obligation de délivrer de facture. En revanche, si vous utilisez une caisse informatisée, là, vous tombez dans les contraintes et là, l'obligation d'avoir le logiciel de la caisse certifié. Donc, tous ceux qui ont une auto-certification, ils étaient tranquilles jusqu'à présent. Depuis le 16 février, ils ne le sont plus. Alors, on imagine que le fournisseur de leur logiciel de caisse va faire le nécessaire, mais si jamais il ne fait pas le nécessaire,
vous pourriez sensibiliser le client sur la nécessité d'avoir cette certification. On en revient aux très grosses entreprises à qui l'État veut faire les poches. Et là, nouvelle opération, les rachats de titres. Faire un rachat de ses propres titres suite à une réduction de capital, c'est pas bien. Et si c'est pas bien, il faut taxer. Et on va taxer les grosses entreprises qui font toujours plus d'1 milliard d'euros de chiffre d'affaires à travers deux taxes, une taxe pour les opérations à compter du 1er mars 2025 et une taxe pour les opérations réalisées du 1er mars 2024 au 28 février 2025. Pour les opérations réalisées à compter du 1er mars 2025, sociétés ayant leur siège en France, plus d'1 milliard d'euros de chiffre d'affaires. Contrairement à la contribution complémentaire à l'IS, là, les comptes consolidés rentrent en ligne de compte, mais on retient, pour ceux qui ont l'habitude des comptes consolidés, les références de consolidation par intégration globale ou proportionnelle, mais pas par méthode par équivalence. Pour les sociétés qui sont en intégration fiscale, contrairement à la contribution à l'IS, on ne retient pas le chiffre d'affaires global du groupe, mais simplement le chiffre d'affaires de la société concernée par l'opération de réduction de capital. Évidemment, cette taxe ne peut pas frapper les réductions de capital motivées par des pertes ou des réductions de capital dans le cadre de dispositifs en faveur de l'actionnariat salarié. La taxe est 8% du montant de la réduction de capital et d'une fraction des sommes qui revêtent sur le plan comptable le caractère de primes liées au capital, par exemple des primes d'apport ou d'émission. Mais là où la taxe devrait rater un peu sensible, c'est qu'il dit c'est 8% du montant de la réduction du capital, mais donc du nominal du capital, et pas de la valeur globale intrinsèque de la réduction que vous imputez pour partie sur des réserves, par exemple. Donc, affaire à suivre. Cette taxe doit être liquidée spontanément sur une annexe à la CA3. Pour les opérations réalisées avant la loi de finances, donc 1er mars 2024, 28 février 2025, mêmes opérations. Là, la loi fait preuve de souplesse, de par un peu le côté rétroactif de la mesure. La taxe ne sera calculée que sur la différence entre le montant des réductions de capital et des augmentations de capital. A contrario, si vous avez fait plus d'augmentation que de réduction en valeur, eh bien, vous ne paierez pas la taxe pour la période 1er mars 24, 28 février 25. Taxe sur certaines flottes de véhicules. Alors là, on atteint des sommets de complexité. On va survoler cette taxe parce que pour ceux qui malheureusement tomberont dans les filets de cette imposition, là, il va falloir vous armer de patience pour digérer le contenu de ce texte. On veut inciter les entreprises qui ont des flottes de véhicules, qu'elles en soient propriétaires ou locataires, dépassant 100 véhicules, à acheter évidemment des véhicules propres. Et la flotte de véhicules, c'est société par société. Et la taille de la flotte, le premier point difficile, déterminé en fonction de la durée d'affectation du véhicule à des fins économiques. Donc, vous devez saucissonner un véhicule selon sa durée de location ou de possession. Les véhicules taxables sont les véhicules de tourisme. Les véhicules de catégorie N1 qui sont normalement conçus pour le transport de passagers et qui sont de marchandises, mais qui sont quand même soumis à cette taxe. Et donc, ça va comprendre les camionnettes ou les camions et les fourgons. Les quadricycles à moteur, a priori, sont les quads. Alors, sont exclus les véhicules notamment mis à disposition temporaire des clients, les véhicules loués, c'est-à-dire que les entreprises de location ne sont pas concernées, heureusement, les entreprises d'auto-école non plus,
etc. Donc, vous avez les véhicules exclus. La taxe, là où ça devient très compliqué, on vous l'a ultra simplifié, un tarif annuel, c'est le produit des facteurs suivants, le tarif annuel, 2000, 4000, qui passe à 5000 en 2007 et 4000 en 2026, donc un doublement. Donc, multiplié par l'écart avec l'objectif cible national d'intégration à la flotte de véhicules légers à faible émission. On aimerait bien rencontrer celui qui a conçu cette réflexion, le taux, ou plutôt pas le rencontrer, et le taux annuel de renouvellement des véhicules légers très émetteurs. Elle doit être payée spontanément en même temps que l'autre taxe, que l'ancienne TVS, qui est maintenant regroupée au sein de 2 nouvelles taxes que vous venez de liquider récemment. On va finir avec le contrôle fiscal et 3 dispositions qui vont toutes dans le même sens, de favoriser le contrôle fiscal de l'administration. D'abord, le délai de reprise des fausses domiciliations. En général, le délai de reprise de l'administration, c'est 3 ans. Mais la loi de finances crée un texte spécifique de délai de reprise allongé à 10 ans quand l'administration fiscale met à jour une fausse domiciliation à l'étranger pour échapper au paiement des impôts en France. Donc, on passe de 3 à 10 ans. Crédit d'impôt, prélèvement à la source. En général, quand vous demandez un crédit d'impôt, une réduction d'impôt, vous la portez sur la déclaration de revenus. L'impôt est mis en recouvrement en tenant compte de la réduction d'impôt. Et ce n'est que postérieurement que l'administration fiscale peut contester cette réduction d'impôt, mais toujours est-il que jusqu'à l'intervention de l'administration, vous avez bénéficié de cette réduction d'impôt. Là, on va dans certaines situations, si l'administration réagit assez vite, inverser, puisque la loi de finances crée une nouvelle procédure spécifique qui permet à l'administration fiscale, entre le dépôt de la déclaration et la mise en recouvrement de l'impôt, d'interroger le contribuable sur l'origine de la réduction ou des crédits d'impôt, lui demander tous les justificatifs, et si l'administration considère que vous n'apportez pas les réponses satisfaisantes, eh bien, avant la mise en recouvrement, elle va faire disparaître la réduction de crédit d'impôt de la déclaration. Donc là, vous voyez, on va vous supprimer cette réduction ou ce crédit d'impôt, vous allez faire l'avance de l'impôt et après, il faudra faire une réclamation contentieuse pour récupérer l'impôt. Ou alors faire une réclamation contentieuse rapidement en demandant le sursis de paiement de la réduction d'impôt qui vous a été refusée. Et pour finir, les avoirs numériques à l'étranger, alors c'est très à la mode, eh bien, on applique aux avoirs numériques détenus à l'étranger et non déclarés les mêmes mesures radicales que l'on applique aux comptes ouverts détenus à l'étranger ou aux contrats de capitalisation détenus à l'étranger non déclarés. Donc, taxation d'office. Si vous ne justifiez pas l'origine des avoirs, application de droits de mutation à titre gratuit de 60%. Demande de communication auprès des tiers des relevés des portefeuilles, allongement du délai de reprise de jusqu'à 10 ans, ça vous rappelle quelque chose par rapport aux fausses domiciliations, et cerise sur le gâteau, application d'une majoration de 80% sur le montant des rappels d'impôts générés par les avoirs non déclarés et détenus à l'étranger. Donc si vous mettez 60% plus 80%, ça vous fait 108% de rappel d'impôt sur, par exemple, les sommes qui figurent sur un compte non détenu à l'étranger et non déclaré. Voilà ce que l'on pouvait dire sur cette loi de finances. Bon, je crois qu'on a tué à peu près 2 heures et demie.
Est-ce que vous avez des questions? Tout le monde a été studieux. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que contribution différentielle sur les hauts revenus, oui. Une question? Oui, Corinne Paulmier, j'aurais voulu savoir Oui. les LMNP, Hum. s'il y avait des changements autres que le traitement de la plus-value, on va dire. Parce qu'on voit des documents, on reçoit des mails des clients qui sont un peu affolés parce qu'ils lisent fini le LMNP au 1er juillet 2025. Non, non, c'est pas fini. Ce qui a été modifié également, c'était par la loi avec entrée en vigueur en 2025, c'est le seuil des micros, Oui. qui avait été modifié, les micros et les taux d'abattement, mais essentiellement les loueurs en meublé sont au réel, hein. L'intérêt d'être en location meublée, c'est d'être au réel la plupart du temps. Location meublée non professionnelle ou même LMP, il n'y a pas de changement, hormis le calcul de la plus-value pour les LMNP. Mais dire qu'il n'y aura pas de... Alors, il y a eu là, avec la loi Le Meur, hein, on en avait parlé en début d'année lors de la présentation en présentiel, il y a eu des dispositions qui durcissent les locations saisonnières touristiques, mais fiscalement, il n'y a pas de changement avec la loi de finances, hormis le calcul des plus-values. D'accord, merci. Donc, il faudra suivre de près les commentaires de la... Oui, le support va vous être transmis, hein. Tout de suite après, il va être en ligne avec l'enregistrement, hein, sur le site de l'ordre. Donc, il faudra suivre avec intérêt les commentaires de l'administration sur la contribution différentielle. Attendre idéalement si vous avez des arbitrages à faire pour des clients qui font des grosses distributions ou qui prennent des primes significatives en fin d'année. Attendre le projet de loi de finances pour 2026, sauf séisme politique d'ici là. Et auquel cas, ça permettra de voir si la contribution différentielle est reconduite sur 2026 ou s'ils nous mettent en place un nouveau régime. Suppression de l'attestation de 10%, oui, c'est ce qu'on a vu pour la TVA. Donc ça, c'est à suivre aussi avec vos clients. Bon, les clients adhérents CAPEB, FFB seront informés. Vous aurez à prendre le relais, hein, vous assurez que c'est bien mis en place sur les devis ou les factures, parce que là, la CAPEB, FFB font passer des informations, la clause qui idéalement doit apparaître sur la facture ou le devis. Mais vous, au quotidien, ça vous appartient d'aller assister votre client et bien lui expliquer, parce que l'enjeu, c'est la remise en cause de la TVA à 10 ou à 5,5. Et puis, si un acompte est versé avant la facture, alors oui, si un acompte est versé avant la facture, on peut penser qu'il y aurait une certaine souplesse, surtout si l'acompte a été versé avant le 16 février. Si la mention... De toute façon, il n'y a pas d'acompte versé sans devis. Donc, soit le devis est antérieur au 16 février, auquel cas vous ne pouviez pas prévoir ce qui n'existait pas. Si le devis est postérieur au 16 février et l'acompte versé après, bon, alors, vous avez... Alors, c'est vrai que maintenant, l'acompte sur les prestations de services, c'est assujetti à la TVA. C'est vrai que par précaution, il faudrait demander à ce que les devis mentionnent cette mention le plus vite possible. Donc c'est vrai qu'il va y avoir un travail à faire. Bon, rassurez-vous, les contrôles ne vont pas être mis en place dès le mois d'avril, hein, sur cette problématique-là, mais
c'est vrai que parmi les diligences, les conseils que vous devez apporter à vos clients, il y a effectivement celle-là qui est importante, hein. Et bon, avec nos mises en jeu de responsabilité toujours plus rapides, ils pourraient vous le reprocher. Idéalement, ben, un mail ou un courrier pour que vous puissiez prouver que vous les avez bien informés de... Alors, ce qu'il y a de formidable, c'est que c'est une simplification, mais comme tout changement de régime, même dans le cadre d'une simplification, ben, c'est la période intercalaire qui peut générer des complications. Est-ce que vous avez d'autres questions? Bien, ben écoutez, il me reste à vous remercier d'avoir été aussi nombreux. J'espère que la qualité du son est restée constante. Et ben, si tout le monde se porte bien, j'espère vous dire à l'année prochaine, hein, pour la loi de finances pour 2026.